15h56, si vous nous suivez ici à Kinshasa. Le deuxième sujet de ce Top Sport, c'est bien sûr cette interview que nous a accordé Constant-Marie Sélémani, n'est plus à présenter, ancien président de la Fédération congolaise de football association et ancien vice-président de la Confédération africaine de football. Il est également membre de la Fédération internationale de football association. Avec lui, nous avons parlé des différentes questions d'actualité, l'arrêt du championnat par exemple, le conflit, le bras de fer entre le comité de normalisation de la FECOFA et la Ligue nationale de football sur la poursuite ou pas du championnat, le stage des Léopards ou encore ce report du championnat d'Afrique des Nations, la gestion au niveau de la Confédération africaine de football association. C'est 40 minutes et merci à vous de suivre. Constant-Marie Sélémani, bonjour et bienvenue sur Top Congo FM. Bonjour. Nous allons aborder plusieurs sujets, mais nous allons commencer avec ce report du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui était prévu à partir du 1er février 2025, repoussé au mois d'août 2025. Vous, en tant qu'ancien membre de la CAF, comment vous aviez accueilli cette nouvelle ? Je crois que j'avais réagi à son temps, et c'était passé dans les réseaux sociaux au niveau africain. J'ai très très mal accueilli dans la mesure où ce report faisait preuve d'un amateurisme, parce que normalement, quand on a une phase finale à organiser, il y a plusieurs missions d'inspection. Il y a plusieurs missions d'inspection qu'on effectue, qu'on organise, et progressivement, on évalue la situation. Et à une année, si on estime que les visites techniques ne sont pas, n'affichent pas, n'offrent pas, ne rencontrent pas un satisfecit, on prévoit déjà un plan B. Pour le cas du Kenya, en son temps, le Kenya devait organiser le CHAN et même la CAN avec le feu président Sayatou. J'ai dû effectuer plusieurs missions là-bas. À un certain moment, je me suis rendu compte que le Kenya n'allait pas être prêt, tout simplement parce que quand on observe les niveaux d'avancement des travaux, on projette les restes des travaux, quand on connaît un peu la construction, tout ça là, on se dit qu'on ne peut pas être là. Et puis on voit la mobilisation qu'un gouvernement affiche par rapport aux différents projets d'infrastructure, ainsi de suite. Et donc, déjà à l'époque, nous avions retiré l'organisation au Kenya. Parce que nous avions compris qu'il y a des gens qui parlent trop, et beaucoup, mais quand il faut passer aux actes, et c'est là que vous constatez qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. Et nous avions déjà retiré. Donc, normalement, il y a 6 ou 7 mois, si la CAF avait des experts, des bonnes équipes, la CAF devait déjà se rendre compte que les 3 pays organisateurs ne pouvaient pas être prêts. Et songer déjà au plan B. Vous comprenez ? Mais maintenant, vous laissez le championnat se jouer. Nous sommes presque à la fin. C'est l'avant-dernière journée. Il y a beaucoup de pays déjà qualifiés. Et vous décidez la veille qu'écoutez, on change. Mais il y a des conséquences. Il y a des pays qui ont entamé déjà des préparations. Il y a ceux qui ont engagé autant de moyens. Et il y a d'autres qui ont réglementé leur compétition, leurs championnats locaux en fonction de ce CHAN. Donc vous bouleversez complètement toute la donne. Et donc là, j'estime que c'est le fruit de l'amateurisme. Et je l'ai écrit. J'ai pas peur de le dire. C'est de l'aventurisme à la tête de la CAF. On le décrit depuis un certain moment. Il y a trop d'incohérences actuellement au niveau de la CAF. Je ne le dis pas moi, Constant-Marie, mais c'est un constat parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont au comité exécutif actuellement de la CAF. J'ai beaucoup d'amis qui sont présidents des fédérations, des associations nationales africaines. Il y a beaucoup qui me disent que c'est pas de la gestion. Il se pose d'ailleurs, ce n'est pas seulement le CHAN, même les U17 et les autres. Les pays se sont qualifiés ne connaissant pas d'abord si la finale devait se jouer où. Et donc je pense que c'est ça la réalité, voilà.
Est-ce que durant votre temps au niveau de la Confédération africaine de football, avez-vous rencontré aussi des défis similaires et auxquels fait face aujourd'hui la CAF, et comment vous aviez fait pour peut-être vous en sortir? Nous avions rencontré le défi, le cas du Cameroun. Nous avions rencontré le cas du Cameroun. Et le hasard veut que ce soit encore moi qui me trouvais là-bas pour pouvoir assurer le suivi, l'exécution des travaux. Le chef de l'État nous avait reçus à son temps. Nous lui avions dit clairement que votre pays n'allait pas être prêt. Votre pays n'allait pas être prêt à telle échéance, tout ça là. Cela m'avait valu des critiques acerbes par la presse camerounaise, tout ça là. Mais à la fin des comptes, quand nous nous sommes mis d'accord, et le pays s'est engagé en disant « Ok, vous avez raison, mais à temps, nous avons repoussé le CHAN. » Et nous l'avons bien organisé. Ce n'était pas la veille. Nous avons pris le temps, c'était déjà à temps. Quand nous avons constaté que cela n'allait pas être possible, on a entamé des négociations. Et nous avions effectivement constaté la volonté du pays. Parce qu'à chaque visite, il y avait une évolution nette au niveau des infrastructures, tout ça là. Et c'est comme ça que... Alors, il y a eu des difficultés par-ci, par-là, mais généralement, pour contourner ce genre de problème, on va toujours avec deux plans. Le plan A et le plan B. Parce qu'on ne sait pas si au niveau du plan A, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on escomptait à telle échéance, parce que c'est un problème de chronogramme, de travaux et de planning. Si à telle échéance, on n'est pas prêt et qu'on évalue que le reste des travaux exécutés ne pourront pas se retrouver dans le timing imparti, à ce moment-là, on bascule sur le plan B. Constant-Marie Sélémani, avant peut-être de revenir sur la CAF, sa gestion et autres, nous allons profiter de l'occasion puisque l'actualité oblige, et puisque nous parlons d'ailleurs du CHAN, pour parler de ce stage. Le CHAN reporté, mais les Léopards à prime de la RDC se retrouvent à Dubaï, une partie du moins, pour ce stage. Est-ce que ça peut être logique, vous, en tant que dirigeant sportif, de voir ces Léopards se retrouver à Dubaï alors que le CHAN est reporté pour le mois d'août? Moi, je n'étais pas au pays. Je suis parti du pays le 26 décembre. J'étais aux États-Unis, j'étais à Atlanta. Je suis revenu le 16 d'ailleurs, parce qu'on avait atterri après minuit, le 16 janvier. Et de là, je savais qu'il y avait un stage qui était préparé en fonction du CHAN qui devait démarrer, je crois que... Le 1er février. Le 1er février. Alors, j'ai appris, en arrivant ici, que l'équipe nationale est partie. Bon, maintenant, il y a plusieurs approches. Première approche, quel était l'objectif réel de ce stage? Si l'objectif c'était de préparer la compétition à partir du 1er février, c'est-à-dire sortir de cette préparation et entrer de plein pied dans le CHAN, ça s'est justifié. Mais ce report jusqu'au mois d'août pose problème. Pose problème parce que vous allez faire le stage et d'ici le mois d'août, vous avez à peu près encore 5 ou 6 mois. Hein, vous avez 5 ou 6 mois devant vous. Ce stage aura servi à quoi? Mais dans l'entretemps, au lieu d'aller bloquer encore les équipes, les joueurs là-bas, on aurait pu relancer le championnat. On aurait pu relancer sérieusement le championnat en se disant qu'on a encore, on a trouvé une plage de respiration. On relance le championnat, on prépare très bien nos équipes et nous aurons encore des joueurs mieux en forme sur pied pour pouvoir, dans le mois qui va précéder, les 15 ou 20 jours qui vont précéder le CHAN au mois d'août, à ce moment-là, aller devant ce stage. Donc, du fond de moi, j'ai lu quelque part, on disait que c'est pour la cohésion, mais je ne pense pas. C'est pas la cohésion. C'est pas la cohésion parce que si c'était la cohésion, la meilleure cohésion devait commencer par le championnat d'abord. Vous allez préparer des gens, il n'y a pas de championnat. Ils reviendront, ils vont attendre jusqu'au mois d'août pour jouer. Je viens de lire un proche du ministre des Sports ou encore un très proche qui partage l'avis d'un expert du ministère des Sports qui indique que si Léopard ne se rendait pas à Dubaï, ils allaient perdre au moins $600,000 américains engagés par le gouvernement congolais. Vous savez, moi j'ai cette notion d'expert. Je m'excuse beaucoup. Nous sommes devenus champions experts. Chacun est expert, chacun connaît tout. On a engagé $600,000
en termes prévisionnels ou bien on les a engagés effectivement. Si c'était l'hôtel qui était booké, il y a des coûts, c'est pas $600 000. Il y a des coûts quand vous voulez supprimer, vous voulez annuler une réservation. Il y a des coûts, n'est-ce pas? Il y a des coûts. Ce n'est pas 100%, on peut vous retirer 10 ou 20%. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre. $600 000, c'était engagé par qui? Préfinancé par qui? Même si c'était préfinancé. Mais il y a la possibilité de pouvoir renoncer à cela. Il nous est arrivé, nous, de supprimer des stages. Nous avions déjà payé, mais comme nous avions déjà réservé, on vous dit, bon, écoutez, on vous retire 10% ou 20%. Moi, je ne connais pas les motivations, hein, honnêtement. Moi, j'étais sur le plan technique. J'estime que c'est une erreur. Si la compétition va se jouer au mois d'août, c'est une erreur. Aller en stage aujourd'hui. Parce que dans l'entretemps, ces joueurs devaient regagner leurs équipes et démarrer le championnat. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le championnat est très bas. La preuve, c'est que vous venez d'avoir coup sur coup des équipes congolaises éliminées. Et donc, le CHAN, c'est l'émanation du championnat national. Ce n'est pas l'émanation d'une préparation de 1 mois. Le CHAN, c'est l'émanation du championnat national. Vous comprenez? Donc, les championnats locaux en Afrique. Et la préoccupation aujourd'hui devait être de renforcer. Ok, c'est au mois d'août, c'est bien, ça nous rassure. Relançons notre championnat, que les joueurs soient en jambes. À ce moment-là, s'ils sont en jambes, ils vont parfaire leur forme par une préparation appropriée la veille de la compétition. Mais maintenant, on va les préparer. Ils vont revenir ici après. C'est combien? 2 semaines ou 3 semaines? Je ne sais pas. C'est pour une histoire de 12 jours. Bon, ok, 12 jours, ils vont revenir après. 12 jours, ils vont revenir après. Le championnat va reprendre. On ne sait pas quelle sera la forme de tous ces joueurs formés d'ici le mois d'août. On arrive au mois d'août, ils sont plus en forme. On reprend d'autres joueurs pour pouvoir jouer le CHAN. On fera comment? Moi, j'estime que c'est une dépense inutile. Voilà. En âme et conscience, j'estime que c'est une dépense inutile. Puisque vous faites partie de ceux qui pensent que le championnat doit reprendre, mais là, nous assistons aussi à ce bras de fer entre le comité de normalisation de la FECOFA et la Ligue nationale de football. La LINAFOOT qui veut la poursuite du championnat, le CONOR qui donne des injonctions à la LINAFOOT avant la reprise du championnat. Comment vous vivez cela, vous, en tant qu'ancien président de la FECOFA? Écoutez, chaque management a son approche. Hein. Nous, à notre époque, on avait une réunion d'abord préliminaire avant le championnat avec la LINAFOOT. Et la LINAFOOT venait avec toute sa planification, ainsi de suite, tout ça là. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on laissait le championnat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la LINAFOOT est indépendante dans la programmation de son calendrier. Elle est indépendante de la programmation de son calendrier. Mais elle organise le championnat au nom et pour le compte de la FECOFA. Ça, c'est sur le plan juridique. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que la LINAFOOT organise le championnat que la FECOFA doit désigner les arbitres. Ça, par exemple. J'ai toujours trouvé ce débat-là inapproprié. Ce n'est pas parce que la LINAFOOT organise elle réalise des compétitions au nom et pour le compte de la FECOFA, que la FECOFA doit désigner les arbitres qui doivent arbitrer les matchs là-bas. C'est inapproprié. Aujourd'hui, tous les arbitres appartiennent à la FIFA, non? Tous les arbitres, même ceux que nous avons comme arbitres. Pourquoi est-ce que les arbitres arborent l'insigne de la FIFA? Parce que tous les arbitres sont censés appartenir à la FIFA. Mais pourquoi chaque championnat doit pouvoir, chaque fédération, chaque entité organisatrice programme ses arbitres? Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne sais pas exactement à quel niveau se trouvent ces écueils. Comme je n'étais pas sur place ici, moi je pense qu'aujourd'hui, en faisant la lecture du championnat qui vient de se passer, en faisant la lecture des prestations de nos clubs dans les compétitions interclubs africaines, je pense que l'intérêt est qu'on puisse relancer le championnat de la LINAFOOT. C'est un intérêt impératif. Vous prenez le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans des discussions, et à la fin, vous allez désigner les clubs représentatifs comment. Et même si vous les désignez, est-ce que seront-ils compétitifs? Ça sera encore un aller-retour. Et cet aller-retour signifie quoi notre thème? Vous êtes en train de rabaisser le niveau du championnat. La cotation du pays est en train de se rabaisser, n'est-ce pas? Souvenez-vous que nous avions, à notre époque, notre championnat était compté parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Ce qui justifiait qu'on avait des clubs. À chaque coup, on avait un club en quart de finale, en demi-finale, si pas en finale. Et donc, je pense que
loin d'avoir des discussions dont j'ignore l'origine et les causes réelles, l'intérêt aujourd'hui, c'est de relancer la Linafoot. De la Linafoot, si on la relance correctement, on aura des joueurs en jambes, on aura des bons joueurs. Des bons joueurs, on aura une bonne équipe nationale pour le CHAN. C'est ce qui doit se passer. En tant qu'ancien ancien vice-président de la CAF, ancien président de la FECOFA, que pouvez-vous aujourd'hui dire des difficultés actuelles auxquelles fait face la Fédération congolaise de football association et quelles solutions préconisez-vous en tout cas pour restaurer la stabilité et la crédibilité de la fédération? Non, je pense qu'il faut bien réfléchir à cette affaire. Comment, pourquoi et quand le CONOR avait été mis sur pied. Si vous comprenez les objectifs de départ, vous comprenez tout ce qu'il y a comme conséquences néfastes aujourd'hui. Moi, je ne m'en tiens pas à ceux qui dirigent. J'ai toujours dit que le casting était le plus mauvais. Le casting qui a été fait sur des personnes pour diriger le CONOR était un très mauvais casting. Parce que ce n'étaient pas des gens au fait de la gestion du football. C'est le casting qui n'a pas été le bon. Alors, si le casting n'a pas été bon, l'initiateur de ce CONOR-là, nous le connaissons, c'était Jean Lacaf. Avec quel mobile? C'est ça le véritable problème. Le problème, quel était l'objectif? Quels étaient les objectifs fixés? En fonction de ces objectifs, il a fait un casting. Des castings de gens qui nous sont redevables. C'est-à-dire des gens que lui pouvait manipuler. Pourquoi il voulait manipuler? Parce qu'il voulait gérer la FECOFA. Pourquoi il voulait gérer la FECOFA? N'est-ce pas? Parce qu'il voulait que cette FECOFA soit sous ses pieds pour qu'il puisse lui commencer à régenter ce football congolais. C'est ça le véritable problème. Et à partir de ce moment-là, il s'en est subi toutes ces erreurs. Si le CONOR a commis des erreurs, parce que le CONOR avait un directeur de conscience quelque part. Et rien ne s'est décidé en grand ici sans que ça parte du cœur. C'est ça la réalité. Et que les gens soient honnêtes pour vous le dire, clairement. Toutes les grandes décisions ne se prenaient pas ici. Toutes les grandes décisions se prenaient en consultation, toujours avec le directeur de conscience, la régence. C'est ça le véritable problème. Et si aujourd'hui on décrit les difficultés, mais c'est ça l'origine des difficultés. C'est-à-dire, c'est une période anormale, transitoire, qui a été mal gérée. Et il faut d'abord rétablir la fédération dans son fonctionnement normal, avec toutes ses instances désignées. Elle sera rétablie avec les élections. Écoutez, les élections, il faut d'abord bien les organiser. Vous avez suivi le combat, je n'étais pas ici. J'ai suivi le bisbis qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée générale pour les fameux statuts qu'on devait revoir, pour lesquels d'ailleurs les membres de l'Assemblée générale, que je félicite par ailleurs, ont fini par démontrer l'inopportunité de cela. Et donc, vous voyez qu'à chaque coup, il y avait des idées derrière la tête. Je ne vous coupe pas, puisque nous parlons de cette Assemblée générale. Il y a une disposition que vous n'aviez personnellement pas aimée, celui des parrainages au niveau de la CAF. Aujourd'hui, ça a été élagué. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait? Est-ce qu'on peut dire que ce processus est finalement crédible? Écoutez, il y avait les conditions de parrainage. Oui. Il y avait les conditions d'éligibilité qu'ils avaient mis. Ça fait partie des conditions d'éligibilité. Je l'avais bien dit. J'avais dit, je crois, à travers un enregistrement avec un de vos collègues journalistes, j'avais déjà dénoncé, c'était une aberration. Mais en fait, tout cela rentre dans ce que je décris ici. Ça signifie qu'il y avait une idée derrière la tête. Et quand quelqu'un a une idée derrière la tête, une idée mal conçue, elle s'applique mal et ça crée des conséquences. Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre ici sont des conséquences des idées que les gens avaient, des objectifs cachés que les gens avaient. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand on en parle, quel est le soft power du football congolais? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quel est le soft power du football congolais? La voix du Congo pèse où? La République démocratique, elle pèse où? Dites-moi, dans quelle instance du football international la RDC, la voix de la RDC pèse? Non. Parce que l'objectif était de taire cette voix-là. À votre époque, vous pensiez que ça faisait... C'était quoi le secret? Non, je vous dis que l'objectif était de taire cette voix. Certaines autorités congolaises ne l'avaient pas compris à l'époque. Je pense que maintenant, elles comprennent. C'était l'objectif de nous taire, de rabattre la RDC. Ce qui se passe aujourd'hui, la RDC n'existe plus sur le plan
les institutions internationales. Qui parle au nom de la RDC? Qui? Quelle est la voix de la RDC qui porte? La voix du colonel est à peine audible. Et c'est limite ici, dans le périmètre national. C'est ça la réalité. Parce que moi, je ne voudrais plus commencer à réfléchir sur les conséquences, tout ça là. Moi, je vais dans les causes profondes. Je vais dans les causes profondes pour arriver à la conclusion. Qu'est-ce qu'on avait visé? Nous étions au sommet. Nous étions parmi les 3 décideurs en Afrique. Notre voix comptait dans le conseil de la FIFA. Mais, avec certaines complicités internes, les gens ont préféré taire cette voix-là. Mais c'est ça la conséquence. Aujourd'hui, vous êtes où? On peut vous balancer à gauche, à droite, personne ne le dit. C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ce qui s'est passé, votre décision peut-être de quitter la FECOFA? Écoute, je le regrette, je ne peux pas mâcher les mots. Je regrette ma décision, mais seulement, ma décision devait être un cas d'école. Ma décision a été un cas d'école pour permettre aux gens, primo, qui ont passé le temps à casser du sucre sur moi, de voir la réalité. De 2, de voir que certaines autorités de notre pays se rendent compte qu'elles ont été baladées par Gianni, emballées parce que Gianni avait des objectifs bien précis qui devaient me faire taire parce que j'étais la voix gênante. J'étais la voix gênante pour l'empêcher de mater la CAF, de la gérer. Et certaines autorités n'ont pas compris cela. Et c'est pour ça que j'avais démissionné. Parce que je savais, à tous les coups, je savais que cette sanction-là, pour laquelle on a raconté n'importe quoi sauf la vérité, c'était 1 année. Je pouvais dire, écoutez, je reste chez moi à la maison 1 année, après je reprends la fédération. Mais parce que j'ai vu la passivité de nos autorités. J'ai observé les attitudes. Quelle autorité, par exemple? Je dis, je parle de nos autorités, je ne parle pas d'une autorité, je parle de nos autorités. J'ai estimé que les gens étaient dans un coup, les gens, et ceux qui l'ont fait le savent, ceux qui l'ont fait, qui étaient dans le coup là, le savent. Aujourd'hui, elles le savent très bien. J'ai compris qu'il y avait une complicité interne aussi. Je préférais me retirer et laisser que les gens voient la réalité de la situation. Voir la réalité de la situation. Au moment où nous parlons aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de ces messieurs-là qui commencent à me demander, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire ainsi de suite? Est-ce que tu ne peux pas revenir, tout ça là? Beaucoup de ces messieurs-là. Parce que c'est ça la réalité. Si l'on vous demande de revenir, puisqu'ils vous le demandent. Il y a des différends d'abord qui doivent être réglés. Comme? Je ne le dis pas. Mais j'estime qu'il y a des différends qui doivent être réglés d'abord. Vous avez dit que vous regrettez d'avoir pris la décision de partir. On vous demande si vous pouvez revenir. Je dis qu'il y a des différends qui doivent d'abord être réglés avec certaines personnes. Si nous nous mettons d'accord, à ce moment-là, on verra. Voilà. Est-ce que vous pensez que pendant votre gestion à la FECOFA, il y avait des gens au sein de la boîte qui vous ont combattu personnellement? Écoutez, il ne faut pas regarder l'avenir dans le rétroviseur. N'est-ce pas? Il ne faut pas regarder l'avenir dans le rétroviseur. Nous parlons de la situation actuelle. Ces gens se sont mieux exprimés quand j'ai démissionné. Vous comprenez? Donc, cette réalité-là dont vous parlez est montée en surface quand j'ai démissionné. Parce qu'après ma démission, ces gens ont passé le temps à casser du sucre sur moi parce que, croyant que seront dans les bénédictions, c'était gens de la CAF. Eux ignoraient effectivement quel était le plan préparé. Mais le malheur a été que, tout en faisant ce qu'ils faisaient, tout en cassant du sucre sur moi comme ils le faisaient, ils ont tous été balayés avec le casting du Connor. Si l'on comprend bien, ce sont vos anciens collaborateurs, ceux qui ont été balayés par le Connor, c'est ça? Je parle d'une partie d'anciens collaborateurs. Je parle d'une partie. Je ne parle pas de tout le monde, je parle d'une partie. Mais j'ai parlé des autorités aussi, il y a beaucoup d'autorités qui étaient dans ce coup-là. Constant Marie Sélémani, est-ce que la présence aujourd'hui du secrétaire général de la CAF dans plusieurs assemblées de la FECOFA dérange? Ça vous dit quoi exactement? Ça ne dérange pas Constant Marie, mais ça dérange la conscience africaine. Parce qu'on a rabaissé la fonction du secrétaire général au niveau de la gestion des petites assemblées générales. J'appelle ça des petites assemblées générales. Toutes ces années que j'ai passées à la CAF et à la FIFA, aucun jour, j'ai eu plusieurs assemblées générales, aucun jour, j'ai eu un secrétaire général qui s'est déplacé pour une assemblée générale. Dans toutes les associations, tout le temps que je suis resté, aucun jour j'ai vu Moustapha Fami
aller présider une assemblée générale dans une association nationale en Afrique. Je n'ai pas vu Abdel, je n'ai pas vu Mouad, je n'ai pas vu Hicham aller le faire. Ça, c'est c'est pas leur compétence. C'est bas par rapport à leurs compétences. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on envoie? Un délégué de l'administration de la CAF, plus un membre du comité exécutif de la CAF. Soit il est dans la région, s'il n'est pas de la région, on choisit quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas le rôle de secrétaire. Je sais pas à quel niveau vous pouvez situer le rôle du secrétaire général. En venant ici, lui-même, il minore ce niveau. C'est ça ma préoccupation. Moi, ça m'a dérangé parce que j'estime qu'un secrétaire général ne peut pas venir gérer des... Et ce qui justifie d'ailleurs, quand je vous ai dit qu'il y avait des idées, il y avait des stratégies, il y avait des coups préparés contre cette fédération. Ce qui justifie ça signifie quoi? Ça signifie que le CONOR était incapable de gérer une assemblée générale. N'est-ce pas? Ça signifie qu'en d'autres termes, le secrétaire a perdu confiance au CONOR dans sa capacité de gérer l'Assemblée nationale. Ça signifie que les objectifs cachés, qui étaient ceux mis sur pied pour monter ce CONOR, ces objectifs cachés ne veulent pas être atteints. Ça ne veut pas être atteint. D'où il fallait à ce moment-là. Je vous dis, j'irai même plus, parce que je ne peux pas trop parler. Même entre la FIFA et la CAF, la situation était devenue nébuleuse à cause de cette normalisation chez nous. La FIFA n'était plus d'accord avec les agissements de la CAF. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Et donc, pour conclure, j'estime que ce n'est pas dans les fonctions, les compétences du secrétaire général de se rabaisser. Est-ce que c'est ça le niveau du secrétaire général? C'est pas ça. Ça, c'est le rôle qu'un membre un directeur de la CAF ou qui veut jouer ce rôle-là. Et c'est ça le problème. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on perd le temps dans la gestion des futilités dans une association nationale, alors que les problèmes continentaux sont importants. Comme conséquence, entre vous venez vous réaliser à la veille qu'on ne peut pas organiser le CHAN. Alors que si vous voulez être concentré depuis longtemps sur cette affaire-là, vous aurez compris qu'il fallait réagir autrement. Puisqu'on n'a pas réagi, on a préféré réagir au bas niveau d'une association nationale. Voici les conséquences, c'est tout. On a vu qu'il y a eu annulation ou encore on a réélu une nouvelle commission électorale pour les prochaines élections à la FECOFA. Il y a de ceux qui pensent qu'on ne veut plus des anciens collaborateurs de Constant Omari. Selon vous, c'est juste ou injuste de la part de la FIFA ou de la CAF? Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on dit on ne veut pas des anciens collaborateurs de Omari, la FIFA et la CAF, quel est le porte-parole de la FIFA qui a fait ces déclarations? Je sais qui a dit ça. Je sais, parce que ça s'est parlé dans des réunions entre le président du CONOR ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a posé une question, pourquoi tu n'organises pas les élections? Non, si j'organise les élections maintenant, les gens d'Omar vont revenir. C'était ça. Mais soyez rassurés, ils reviendront. À tous les coups, il y aura 2 ou 3 personnes qui ont travaillé avec moi. Ça ira, c'est vrai. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème sur la technicité de gestion du football. Il se pose une question sur le leadership du football, de la gestion du football. On les a balayés. C'était quand? Ils sont partis en 2022, quoi. Le CONOR, c'est 2022, quoi. 2022. Bon, ils sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 2 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le CONOR a fait pendant les 2 ans? Alors, si on a revu, on a enlevé l'ancienne commission électorale, parce que il y a eu un aîné que je respecte beaucoup, le colonel Lioké, qui était passé, et le CONOR et la CAF ne pouvaient pas manipuler. Alors il fallait trouver des raisons pour pouvoir le faire partir. Venir dire, écoutez, parce qu'il a des accointances dans des rings, tout ça là. Mais 20 clubs est représenté, même dans le CONOR aujourd'hui, vous le savez ou non? Il n'y a pas un membre du Conseil suprême de 20 clubs. Non, dites-moi, il n'y en a pas. Je vous pose la question. Non, c'est moi qui pose des questions. Non, il y en a un, non? Est-ce qu'on a revu cela? Non. Tout simplement parce que le problème ne se posait pas en termes d'acquaintance avec telle équipe ou de telle chose. Le problème se posait en termes, est-ce qu'on peut le manipuler? Est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs en le laissant là-bas? Est-ce que nous pouvons faire élire les gens que nous voulons faire élire? Est-ce que nous pouvons bloquer les gens que nous ne voulons pas qu'ils soient élus? C'était ça le véritable problème. C'est ça la réalité. Et donc, aujourd'hui, ils sont confrontés à une réalité. Et pour qui croient y prendre? C'est ça la réalité. N'est-ce pas?
Vous ne pouvez pas aujourd'hui supprimer d'un revers de la main toute une histoire de 18 ans du football congolais. La preuve, c'est que vous l'avez dit. Moi, il y a des gens qui aujourd'hui, qui ne me côtoient pas, qui ne me sollicitent pas. N'est-ce pas? Qui ne me sollicitent pas. Aujourd'hui, la population a eu des paramètres de référence. Des références pour savoir qu'effectivement, nous croyons que M. Omari faisait mal, mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous avons maintenant la réalité de la situation. C'est ça. Constant Omari, ancien président de la FECOFA, il se retrouve devant un sélectionneur. Est-ce qu'il lui donne le contrat de sélectionneur-manager? Je l'avais dit à son temps. Vous savez, je ne suis pas un prophète de malheur ou quoi. Quand j'avais appris à l'époque qu'on avait signé un contrat d'entraîneur-manager de l'équipe nationale, je l'avais dit que c'était une très grosse erreur. La notion d'entraîneur-manager, c'est la notion appliquée dans les clubs. Parce que vous avez tout un programme, vous avez des formations, vous avez tout cela. À ce moment-là, on donne la latitude à cet entraîneur de manager, de présenter son projet. Mais un entraîneur d'équipe nationale, il forme quel joueur? Il ne forme pas des joueurs. Hein? Un entraîneur d'équipe nationale, ce n'est pas lui qui forme les joueurs. Ce sont les entraîneurs qui sont dans les clubs, ainsi de suite, qui forment les joueurs. N'est-ce pas? Les championnats leur permettent de pouvoir ressortir, d'exposer, de faire valoir leur talent. Et lui, il sélectionne, il choisit parmi les meilleurs ceux qui peuvent aller avec sa philosophie de jeu, ainsi de suite, pour pouvoir préparer l'équipe nationale. Mais quand vous dites entraîneur-manager, ça signifie quoi? Quel est le constat aujourd'hui? Citez-moi combien d'entraîneurs congolais ont encore voix des chapitres dans l'équipe nationale. Citez-moi. Il y en a combien? Il n'y en a plus. Il y en a plus. Tout le monde s'était, tout le monde la ferme. Est-ce que ça permet de transférer le know-how, la connaissance? Est-ce que ça permet une incidence dans le football local? Non. C'est ça la préoccupation. C'est ça la préoccupation. Et quand vous signez un contrat pareil, où même la fédération n'a presque pas à voir les chapitres, où la fédération la ferme, ça se gère ailleurs. Est-ce que c'est comme ça l'équipe nationale? C'est pas ça. C'est pas ça l'équipe nationale. Et je le dis, je ne voudrais pas le dire aujourd'hui. Je voudrais encourager la dynamique de reprise de cette équipe. N'est-ce pas? Il y a eu 2 dernières défaites, c'était malheureux, mais cette dynamique était positive, il faut la consolider et continuer. Mais il arrivera un jour où je vous parlerai réellement de ce qui se passe au sein de cette équipe nationale. Et là, je pense que vous découvrirez beaucoup de choses. Constant Omari, nous allons chuter. Nous allons quand même parler des prochaines élections au niveau de la FECOFA, déjà en mai 2025. Quels peuvent être les critères que doit remplir le prochain président de la FECOFA, vous qui y êtes passé par là? Mais il y a d'abord, vous savez, les statuts, non? Il y a des critères d'éligibilité, n'est-ce pas? Je parle en termes de l'homme. Non, je commence. Écoutez, on ne va pas dire un homme quand il n'y a pas de texte. Un homme doit être là, mais il y a d'abord des textes qui réglementent cet exercice-là. Il y a des critères d'éligibilité. Donc il doit remplir ces critères d'éligibilité. Ça, c'est 2. 3, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il faudrait quelqu'un de grand caractère. Il faudrait un véritable leader. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le football est très bas, est à son plus bas niveau aujourd'hui. Il est à son plus bas niveau aujourd'hui. Il faut reconstruire ce football. Il faut le relancer. Nous ne sommes plus à l'étape où on prend... Non, là, il faut relancer le football congolais. Il faut même aller revoir les fondamentaux du football congolais. N'est-ce pas, quand vous voyez les 4 équipes éliminées là, tout ça là, le niveau de championnat, tout ça là, il faut refondre. Il faut refondre. Donc, on ne peut pas... le dirigeant de demain ne peut pas tomber du ciel. Il doit être au fait de la réalité de la sociologie du football congolais. Ça, c'est important. Il doit être au fait de la réalité et de la sociologie du football congolais. Quand je vois des clubs aujourd'hui, quels sont les clubs phares du football congolais aujourd'hui? Citez-moi, il y en a combien? Les clubs phares sont en train de s'éteindre. N'est-ce pas? Ça signifie quoi? Ça signifie il faut recréer, il faut repartir à la base. Il faut relancer les championnats. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait la volonté,
qui est le leadership. Parce que le véritable problème, c'est être manager et avoir le leadership qui fait défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, le président de la FECOFA se fait balancer par n'importe quel ministre. C'est la réalité. J'en ai reçu qui sont venus me voir, même d'autres fédérations sont venus m'en parler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne prend plus en considération tout ça là. Je dis, mais parce que vous n'avez pas de leadership. Vous n'êtes pas de véritable capitaine du management du sport. Commencez par avoir la force de caractère. Commencez par avoir la force de caractère. Commencez par avoir une vision. Commencez par avoir une rigueur. Vous faites respecter à tous les niveaux. C'est ça la réalité. Si aujourd'hui on y va tout simplement parce que, puisque le drame de notre pays, tout le monde veut faire comme tout le monde, personne ne connaît ses limites, personne ne reconnaît ses faiblesses, et tout le monde pense que puisque l'autre a été là, c'est que moi je peux faire aussi. C'est ça qui nous amène à ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des difficultés parce que tout le monde a pensé qu'il pouvait diriger le football, tout le monde a pensé qu'il pouvait être ceci, là, et ainsi de suite. Et c'est la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, demain, il faut avoir quelqu'un qui soit au fait du football. Vous pensez qu'il y en a au regard de tout ce que vous voyez autour de la gestion du football congolais? Je ne peux pas préjuger des hommes. J'ai appris qu'il y a plusieurs candidats. Observons-les. J'ai appris, on m'a cité plusieurs noms, je ne peux pas les citer ici. J'ai rigolé. Il y a d'autres qui se font passer pour des experts, candidats à la FIFA, candidats à la présidence, candidats de la CAF, ainsi de suite, tout ça là. Je rigole. Et qui sont là, en train de proposer des textes brouillons, qui n'ont ni tête ni queue. Je me pose des questions, où est-ce que nous allons? Et c'est ça le drame. Et je dis toujours, le drame de notre pays, c'est que tout le monde veut être expert de tout. Et des gens apparaissent aujourd'hui comme des experts. Experts en quoi? Pour avoir réalisé quel exploit? Dans quelle institution internationale? Dans quelle institution continentale? Dans quelle institution nationale? Pour se faire prévaloir comme des experts. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut vous revoir? On peut revoir Constant Mari un jour de retour dans la gestion du football congolais? Vous êtes la énième personne qui me pose la même question. J'ai dit avant de partir à Atlanta, je crois qu'il y a un de vos collègues, je lui ai dit que la priorité n'est pas celle-là. La priorité, c'est de réfléchir d'abord. C'est d'abord la réflexion. Moi, je continue à mûrir ma réflexion, je réfléchis, je regarde les choses, j'observe comment les choses se passent. Ce n'est pas question de prendre des choses, je reviens, tout cela. Bon, tu reviens pour faire quoi? Par rapport à quoi? Quel est l'existant? Comment ça se passe? Et tout ça là. C'est tous ces éléments-là. Il faut capitaliser la réflexion. Si je capitalise la réflexion, j'arrive à une conclusion qu'il faut que je revienne. Je poserai, vous me connaissez, moi je suis pas hypocrite. Je le dirai officiellement. Mais si j'analyse la situation, je vois tout ce qui se passe, j'arrive à la conclusion que ça ne vaut pas la peine de revenir. Je vous dirai que ça ne vaut pas la peine de revenir. Vous comprenez? Mais là, il faut sauver ce football. C'est ça la réalité, c'est ça l'urgence. Tout le monde doit se sentir interpellé parce qu'il faut sauver ce football. C'est un pays de football. Aujourd'hui, le soft power du sport national n'existe plus. Il a changé de centre de gravité. Et les gens l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait sciemment. Moi, je ne voudrais pas tout dire à travers la radio ici. Tout ce qui avait été planifié, tout ça là, aujourd'hui, la voix du Congo, elle est éteinte. On est là. On est éteint. On dit quoi? Où? Qui va parler ici où les gens vont entendre? Ou écouter? Personne. Parce que c'était fait comme ça. Il fallait taire ce géant-là. C'est tout. Vous étiez sous pression? Moi? Pression par rapport à qui? Il fallait taire ce géant-là. Eh bien oui, moi j'ai mené ce combat-là. Je ne l'ai jamais caché. Je citais toujours Jani. Même de fois, je peux le lui dire. Moi, je connais le combat qu'il m'a mené. Et je sais pourquoi il m'a mené ce combat-là. Ceci explique cela. Je le sais, je ne nierai jamais. Je ne nierai jamais. J'ai croisé certains gens de la FIFA à Garoua. On a parlé. Je lui ai dit ce que je pensais. Ce que je pensais, je le dis, je ne me reproche rien. Je vous ai toujours dit, le jour que M. Mari va se reprocher quelque chose, il ne parlera plus. Si M. Mari parle, c'est qu'il ne se reproche rien. Mais on n'est pas parfait. Vous ne vous reprochez pas de quelque chose dans 18 ans que vous avez fait au niveau de la FECOFA? Vous ne regrettez rien?
Mes erreurs, je les ai assumées. À son temps, j'avais assumé les miennes. Comme? Non, je les avais assumées. Mes erreurs, je les avais assumées. D'ailleurs, dans tous mes points de presse, je n'en connais pas un seul président de la FECOFA qui ait organisé autant de points de presse que moi. Souvenez-vous que chaque mois, d'abord, il y avait un rendez-vous mensuel avec la presse. Après, il y a eu quelques petits problèmes, mais on est revenu quand même sur ce rendez-vous mensuel. Et je parlais toujours. Et quand j'étais fautif, je reconnaissais mes erreurs. Je n'ai jamais nié. Mes erreurs, à moi, je les ai reconnues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de parler parce que je peux dire, si quelqu'un me dit, ça tu as bien fait, je dis oui, ça j'ai mal fait, oui. On vous a par exemple reproché le fait que vous étiez trop sûr de l'extérieur qu'au niveau national. C'est normal, ça je l'avais reconnu parce que j'avais des fonctions importantes au niveau continental et au niveau international. Ça c'est vrai, mais malheureusement, les équipes que j'avais étaient censées gérer la base, ainsi de suite, et toute l'administration. Je ne l'ai jamais nié. J'avais des fonctions. J'avais des fonctions importantes. Quand je parle de la voix qui portait, ce sont ces fonctions qui nous permettaient de porter notre voix au plus haut niveau du football national, continental et international. Constant Marie Sélémani, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Une dernière question, peut-être des curiosités. Vous n'êtes plus dans la gestion quotidienne du football en RDC. À quoi ressemble votre quotidien pour ceux qui ne sont pas peut-être proches de vous? Non, écoutez, l'erreur peut-être, c'était de me juger uniquement sur le plan footballistique, n'est-ce pas? Et ne pas me juger sur ma véritable face. Tu connais ma formation, je suis ingénieur civil en construction ferroviaire, donc j'ai passé mon temps dans les infrastructures de développement, ONATRA, tout ça là. Pour le moment, j'assure le pilotage d'un projet de déplacement de la voie ferrée à Tenke-Foroume, de la SNCC qui traverse la concession Tenke-Foroume. Pour le moment, j'assure la coordination technique du projet Métrokin, qui sont des projets très importants pour ce pays. Et donc, je m'adonne plus à ces tâches-là, à ces activités-là, Je m'adonne à ma lecture. Mais ça ne m'empêche pas de jeter un coup d'œil de temps en temps à travers la fenêtre pour savoir comment ça se passe. Le football, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue quand on aime. Et puis on aime ce pays. Quand j'aime ce pays, j'aime bien le voir. Tout comme aujourd'hui, je me bats parce que j'estime que nous avons un déficit d'infrastructures. Et mon combat aujourd'hui, c'est que le pays doit se doter des infrastructures. Qu'on n'ait pas peur de dépenser de l'argent. Un développement, c'est de l'argent. On ne développe pas un pays avec la parole ou des idées. On développe un pays après les idées qu'on a comme projet de société, tout cela. Il faut de l'argent pour développer. Et donc, mon combat aujourd'hui, par exemple, comment résoudre le problème de mobilité de la population quinoise. Ça me préoccupe aujourd'hui. Si je suis dans les projets Métrokin, c'est pour résoudre tout justement le problème de mobilité. Tous ces embouteillages interminables que vous avez dans cette ville. Comment résoudre, comment transporter, assurer le mouvement de toute cette masse. Et c'est ça notre préoccupation. Et c'est pour cela que je suis dans ce projet-là. Qu'on se bat bec et ongle pour le réaliser parce que ça ne sera pas un palliatif, ça sera une thérapeutique. Aujourd'hui, on a des palliatifs, on essaie de panser les plaies, mais là, ça sera la gestion pérenne et la résolution pérenne de ce problème-là. Et c'est pour cela que je me bats. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas de politique. Vous ne me verrez pas dans un seul parti politique, mais je m'adonne plus à des préoccupations, des développements des infrastructures dans notre pays qui vont favoriser le développement réel. Constant Marie Sélémani, merci. Je vous remercie. Voilà, c'était là l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, ancien vice-président de la CAF, ancien membre de la Fédération internationale de football association, Constant Omari Sélémani. L'intégralité de notre entretien réalisé